L'employée de maison m'a appelé en panique en hurlant qu'elle entendait des cris provenant de la chambre de ma mère et de mon beau-père et m'a dit de venir immédiatement. 15 minutes plus tard, je suis arrivée à la maison de mes parents et la scène d'horreur sous mes yeux m'a laissé complètement pétrifiée. Je m'appelle Camille Martin, j'ai 28 ans et mon monde s'est effondré par une nuit glaciale de novembre à Paris. Au volant de mon SUV sur le périphérique, mes mains tremblaient sur le volant alors que la pluie verglaçante frappait le pare-brise. Quand j'ai franchi les portes de la propriété de Neuilly-sur-Seine, la chambre principale était totalement dévastée. Des débris de lampes jonchaient le sol, les meubles étaient renversés et ma mère était prostrée par terre en sanglotant de manière incontrôlable. Debout au-dessus d'elle se tenait mon beau-père Étienne Laurent, le visage rouge de colère, tenant son téléphone portable tout en lui enfonçant agressivement un stylo dans la main. Il essayait de la forcer à signer un consentement pour une modification d'urgence d'une fiducie, un document conçu pour lui retirer le contrôle de notre patrimoine familial de 2 millions d'euros que mon défunt père Pierre avait mis en place pour la protéger avant de s'éteindre il y a 2 ans. Mon beau-père hurlait qu'elle devait signer ou faire face aux conséquences, ignorant totalement que je me tenais sur le pas de la porte prête à découvrir une toile de tromperie bien plus sombre que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Avant de continuer sur la façon dont j'ai démasqué ce monstre cupide, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire pour nous dire depuis quelle ville vous nous regardez, car nous aimons voir jusqu'où nos histoires voyagent. Tôt le lendemain matin, je suis retournée à la propriété alors que les premiers flocons de neige fondue commençaient à tomber sur la région parisienne. La pluie glacée claquait contre mon pare-brise, reflétant la colère froide qui me serrait la poitrine alors que je me garais dans l'allée. En entrant, je suis tombée sur Étienne sirotant tranquillement son café à l'îlot central de la cuisine, comme si la violence de la nuit précédente n'avait jamais eu lieu. Quand j'ai exigé de savoir pourquoi il avait saccagé la chambre, confisqué le téléphone et tenté de forcer ma mère Hélène Martin à signer des documents juridiques, il a simplement posé sa tasse avec un sourire narquois glaçant. Il a calmement affirmé qu'il agissait par pure nécessité, arguant que la santé mentale de ma mère s'était dégradée rapidement depuis le décès de mon père Pierre. Étienne insistait sur le fait que ces crises émotionnelles erratiques nécessitaient un traitement psychiatrique spécialisé très coûteux et que les investissements joints de la famille étaient lourdement endettés, faisant de la vente de la propriété la seule solution logique pour la sauver de la ruine financière. Je l'observais attentivement, reconnaissant la rhétorique calculée destinée à transformer ma mère en un fardeau dans sa propre maison. Quand ma mère est entrée dans la cuisine, l'air frêle et pâle avec des cernes sombres sous ses yeux gonflés, Étienne a immédiatement adopté un ton de sympathie condescendante. Il a entouré ses épaules tremblantes d'un bras en lui rappelant doucement à quel point son esprit était fragile ces derniers temps et combien ses pertes de mémoire causaient du stress à toute la famille. Il a murmuré qu'il portait seul tout le poids financier, la faisant subtilement se sentir coupable d'exister et la forçant à croire que vendre sa maison bien-aimée était son devoir moral. Ma mère gardait les yeux fixés au sol, murmurant de faibles excuses, complètement paralysée par l'isolement psychologique qu'il avait construit autour d'elle ces derniers mois. Quand je me suis interposée entre eux et que j'ai dit à Étienne que sa manipulation grossière ne fonctionnerait pas avec moi, son masque de charme a disparu instantanément, remplacé par un rictus sombre et menaçant. Il s'est avancé vers moi en haussant la voix pour que le personnel de maison puisse entendre, m'accusant d'être une fille sans cœur et ingrate qui ne se souciait que de préserver un futur héritage. Il a crié que je sabotais intentionnellement les soins médicaux et la stabilité financière de ma mère juste pour garder une propriété sur laquelle je n'avais aucun droit. Il m'a prévenu que si je continuais à interférer dans leurs affaires privées, il s'assurerait que tout leur cercle social à Neuilly sache que j'abandonnais ma mère malade au moment où elle en avait le plus besoin. Il a ensuite exigé que je quitte la maison immédiatement et que je ne revienne jamais, à moins d'être prête à soutenir ses efforts pour gérer correctement le patrimoine. Refusant de m'engager dans une dispute inutile qui ne ferait que causer plus de détresse à ma mère, j'ai fait demi-tour, je suis sortie dans l'air glacial et je suis montée dans mon véhicule. Au lieu de retourner à mon appartement dans le centre de Paris, j'ai conduit directement jusqu'au tribunal de grande instance de Nanterre. J'avais besoin de vérifier le cadre juridique exact que mon défunt père avait établi avant son décès, sachant qu'il était un homme d'affaires méticuleux qui anticipait les menaces potentielles pour la sécurité de sa famille. J'ai passé les 2 heures suivantes assise dans une salle de consultation avec un greffier examinant attentivement les documents originaux certifiés de la fiducie de protection des actifs qui régissait la propriété de 2 millions d'euros. En lisant les clauses juridiques denses rédigées par l'avocat de mon père, un profond sentiment de soulagement m'a envahi car la vérité devenait indéniable.
L'acte stipulait explicitement que si ma mère conservait le droit de résider dans la maison pour le reste de sa vie, toute tentative de vendre, de transférer, d'hypothéquer ou de modifier la structure de propriété de la succession nécessitait le consentement écrit unanime du fiduciaire secondaire désigné. Mon père m'avait spécifiquement nommé à ce rôle précis, créant une barrière juridique impénétrable contre toute exploitation par un tiers. La tentative frénétique d'Étienne pour forcer ma mère à signer ce document la veille n'était rien de plus qu'un raccourci illégal, car sans ma signature réelle sur les actes de transfert officiels, aucune société de titres ou acheteur en France ne pourrait jamais acheter légalement la maison. J'ai imprimé des copies complètes des documents de la fiducie, je les ai enfermés en sécurité dans ma mallette et j'ai réalisé que mon beau-père manquait de temps, ce qui signifiait que son prochain mouvement serait bien plus désespéré et dangereux. 3 jours plus tard, l'employé de maison Françoise a organisé une rencontre privée avec moi dans un petit café discret du quartier latin. Elle est arrivée vêtue d'un épais manteau d'hiver avec une écharpe remontée autour du cou, regardant nerveusement par-dessus son épaule avant de s'installer en face de moi. Ses mains tremblaient si visiblement qu'elle a dû les presser fermement contre le bord de la table pour rester calme. Sans dire un mot au début, elle a fouillé profondément dans la poche de sa veste et a sorti un petit sac en plastique contenant 3 flacons de médicaments, les poussant vers moi. Elle a murmuré qu'au cours du mois dernier, Étienne avait secrètement trafiqué les médicaments quotidiens de ma mère, remplaçant ses vitamines et son traitement pour le cœur par des sédatifs puissants qu'il avait obtenus illégalement sur Internet. Françoise a expliqué que c'était la véritable raison pour laquelle ma mère agissait de manière confuse, léthargique et instable, car les doses quotidiennes la maintenaient dans un état perpétuel de désorientation brumeuse, la rendant entièrement dépendante des conseils d'Étienne et incapable de réfléchir par elle-même. Des larmes ont coulé des yeux de Françoise alors qu'elle confessait à quel point elle se sentait coupable de regarder ma mère dépérir jour après jour dans cette maison. Elle a expliqué qu'elle avait eu peur de perdre son emploi ou de subir la colère d'Étienne, mais après avoir été témoin de la violence plus tôt cette semaine, elle savait qu'elle ne pouvait plus rester silencieuse. Elle a ensuite sorti un petit enregistreur numérique, le posant doucement à côté des flacons. Elle a révélé qu'il y a 2 nuits, alors qu'elle nettoyait le couloir devant le bureau privé d'Étienne, elle l'avait entendu parler sur haut-parleur avec un investisseur immobilier louche basé à Lyon. Françoise avait rapidement activé l'application d'enregistrement audio de son téléphone et l'avait tenue près de l'interstice sous la porte verrouillée, capturant toute la conversation en détail. Elle a appuyé sur le bouton de lecture et la voix froide et calculée d'Étienne a immédiatement rempli l'espace entre nous. En écoutant la clarté de l'enregistrement, mon sang n'a fait qu'un tour, car j'entendais Étienne négocier les termes d'une transaction en espèces hors marché. Il proposait de transférer le titre de la propriété de Neuilly pour seulement 1 200 000 €, une réduction énorme par rapport à sa valeur réelle, à condition que l'acheteur effectue le paiement entièrement par virements bancaires intraçables. L'investisseur au téléphone exprimait des hésitations concernant la validité juridique de la fiducie, mais Étienne a écarté ses inquiétudes avec un rire sombre et impitoyable. Étienne se vantait que ma mère était complètement sous son contrôle psychologique en raison de son état médical et qu'elle signerait n'importe quel document qu'il placerait devant elle sans lire un seul paragraphe. Il a assuré à l'acheteur qu'il finalisait un amendement d'urgence pour passer outre l'exigence du fiduciaire secondaire, promettant que l'affaire serait conclue avant que quiconque dans la famille ne réalise ce qui se passait. Alors que l'enregistrement continuait de défiler, toute l'ampleur de son horrible plan s'est dévoilée sous mes yeux. Étienne exposait calmement sa stratégie après la vente, détaillant ce qu'il prévoyait de faire de ma mère une fois que l'argent serait sur son compte offshore. Il a dit à l'investisseur qu'il avait déjà pris des dispositions provisoires avec un établissement de soins non agréé et peu coûteux situé dans un département rural isolé à plusieurs heures de la ville. Il avait l'intention d'y interner ma mère de force sous prétexte d'une dépression mentale aiguë, coupant efficacement son accès aux appels téléphoniques, aux visites et aux soins médicaux appropriés. Une fois qu'elle serait enfermée en sécurité là où personne ne pourrait la trouver, Étienne prévoyait de liquider ses derniers actifs locaux, d'abandonner son mariage et de disparaître définitivement avec les fonds, me laissant totalement ignorante de l'endroit où elle se trouvait. Un silence lourd et étouffant s'est installé sur notre table à la fin du fichier audio. Chaque instinct en moi hurlait de rage, mais je me suis forcée à rester calme, réalisant que les éclats émotionnels ne sauveraient pas ma mère de ce prédateur. J'ai pris le sac contenant les flacons de médicaments trafiqués et j'ai soigneusement rangé l'enregistreur numérique dans la poche intérieure de mon manteau, assurant à Françoise que sa bravoure serait protégée.
Je lui ai promis qu'elle n'affronterait pas ce cauchemar seule et je lui ai demandé de retourner à la propriété et de continuer à agir normalement en s'assurant qu'Étienne ne soupçonne rien. En regardant par la fenêtre trempée de pluie, je savais que j'avais assez de preuves pour prouver son intention malveillante, mais pour arrêter une vente illégale imminente et exposer ses crimes financiers, j'avais besoin d'une autorité légale capable d'égaler son impitoyabilité. Le lundi matin suivant, la situation a dégénéré de manière spectaculaire quand j'ai reçu une notification juridique formelle de l'avocat d'Étienne. Un huissier a déposé une mise en demeure directement à mon bureau alléguant que mes visites impromptues et mes questions agressives causaient une détresse émotionnelle sévère à ma mère et perturbaient leur paix conjugale. Étienne avait déposé une requête d'injonction d'urgence auprès du tribunal local demandant une ordonnance d'éloignement pour m'empêcher d'entrer dans la propriété de Neuilly ou de contacter ma mère sans son consentement écrit explicite. Il affirmait que mon interférence persistante était une tentative de miner la stabilité mentale de ma mère pour un gain financier personnel, essayant de se positionner comme son seul tuteur protecteur. En lisant les accusations fabriquées, j'ai réalisé qu'Étienne essayait de m'exclure totalement de la propriété avant que je ne puisse organiser une défense juridique appropriée. Refusant d'être intimidée, j'ai immédiatement quitté mon bureau, je suis montée dans mon véhicule et j'ai pris l'autoroute vers Versailles. J'allais rencontrer mon oncle Jean-Marc Martin, qui était le frère cadet de mon défunt père et le cofiduciaire de notre patrimoine. Jean-Marc était un expert comptable à la retraite qui possédait une compréhension exhaustive des structures financières et avait toujours maintenu une loyauté inébranlable envers la mémoire de mon père. Quand je suis arrivée chez lui et que j'ai exposé les preuves incluant le document de fiducie certifié, les flacons de médicaments et l'enregistrement audio, le visage de mon oncle est devenu pâle d'indignation. Il a frappé du poing sur son bureau, déclarant que nous ne laisserions jamais un étranger opportuniste détruire la vie de ma mère ou profaner ce que mon père avait travaillé si dur à bâtir. Jean-Marc m'a rassuré en disant que mon père était parfaitement conscient des vulnérabilités financières potentielles lors de l'établissement de la fiducie des années auparavant. Il a expliqué que mon père avait délibérément inséré une clause de protection stricte conçue spécifiquement pour sauvegarder l'héritage de ma mère contre les seconds mariages ou l'influence indue. Selon les termes de l'accord, toute tentative unilatérale d'un conjoint pour modifier les conditions de propriété, grever le bien d'une dette ou contourner le fiduciaire secondaire déclencherait un audit immédiat de tous les comptes associés. Mon oncle a immédiatement pris son téléphone et a appelé l'avocat de la famille, maître Alexandre Beaumont, un plaideur respecté qui représentait les intérêts de mon père depuis plus de 20 ans. Alexandre nous a demandé de venir à son cabinet dans le centre de Paris tout de suite pour formaliser notre stratégie et préparer une contre-offensive décisive contre les requêtes frauduleuses d'Étienne. Une heure plus tard, Jean-Marc et moi étions assis dans le bureau d'Alexandre alors que l'avocat chevronné examinait chaque pièce à conviction. Alexandre a expliqué que la mise en demeure d'Étienne n'était qu'une tactique d'intimidation désespérée destinée à retarder notre intervention pendant qu'il finalisait sa vente illicite. Pour neutraliser sa manœuvre, Alexandre a immédiatement rédigé une requête en urgence pour le tribunal demandant une injonction temporaire pour geler toute autorité transactionnelle sur la propriété et ordonner une évaluation médicale indépendante pour ma mère. De plus, Alexandre a révélé qu'il avait déjà lancé une vérification discrète des antécédents financiers d'Étienne par une agence d'investigation privée. Le rapport préliminaire montrait que la société de promotion immobilière d'Étienne faisait face à de multiples poursuites civiles de la part d'entrepreneurs non payés et de prêteurs privés à travers toute la France. Alexandre a tourné son écran d'ordinateur vers nous, affichant un dossier détaillé qui exposait l'étendue réelle du désespoir d'Étienne. Au cours des 18 derniers mois, Étienne avait accumulé plus de 450 000 € de dettes de jeux personnels dans des casinos à Enghien-les-Bains et des investissements spéculatifs désastreux dans des sociétés écrans offshore. Il faisait face à une faillite imminente et à une responsabilité pénale sévère pour évasion fiscale si ses dettes n'étaient pas réglées immédiatement. Son mariage soudain avec ma mère et sa tentative ultérieure de liquider le domaine de 2 millions € faisaient partie d'un plan de sauvetage calculé pour couvrir ses crimes financiers avant que ses créanciers ne saisissent ses derniers actifs. Alexandre nous a assuré qu'avec ces preuves accablantes de fraude, d'abus de faiblesse et de mise en danger médical, nous possédions plus qu'assez de leviers pour démanteler complètement le plan d'Étienne, mais nous devions sécuriser les documents contractuels falsifiés à l'intérieur de sa maison, avant qu'il ne réalise que ses secrets étaient exposés. Le jeudi soir de cette semaine-là, profitant du moment où Étienne a quitté la maison pour assister à un gala à Paris, je me suis glissée de nouveau dans la propriété.
La pluie s'était arrêtée laissant derrière elle une épaisse couche de brouillard qui enveloppait les rues de Neuilly. J'ai garé mon SUV à 2 pâtés de maison à l'ombre d'une propriété vacante me dirigeant à pied vers la porte arrière du domaine familial. Françoise attendait près de l'entrée du garage déverrouillant la lourde porte en acajou sans faire de bruit et me faisant signe d'entrer. Elle a murmuré qu'Étienne était parti depuis 20 minutes dans sa berline et qu'il n'était pas attendu avant minuit. Montant rapidement l'escalier de service pour éviter de déclencher les capteurs de mouvement intérieur, je me suis dirigé directement vers le bureau privé d'Étienne au premier étage. La porte était verrouillée mais Françoise m'a remis le passe-partout qu'elle avait réussi à récupérer dans le tiroir de l'office de la cuisine plus tôt dans l'après-midi. En entrant dans la pièce sombre, j'ai immédiatement fermé les stores, sorti une petite lampe de poche et je me suis dirigé vers le bureau situé dans le coin. J'ai passé plusieurs minutes intenses à fouiller dans les classeurs et les dossiers en cuir, vérifiant méthodiquement chaque document empilé. Caché sous une pile de reçus de taxes foncières, mes doigts ont frôlé un épais dossier portant le nom de la Société immobilière de Lyon. En ouvrant le dossier, mon cœur cognait contre mes côtes car j'ai découvert le véritable compromis de vente de notre domaine familial entièrement rédigé et prêt pour une exécution immédiate. En examinant la page de signature sous ma lampe, j'ai eu le souffle coupé par l'audace de son plan frauduleux. Là, juste à côté de la signature tremblante de ma mère, se trouvait mon propre nom complet signé à l'encre bleu foncé, imitant parfaitement ma signature légale en tant que fiduciaire secondaire. Étienne avait engagé un faussaire professionnel pour falsifier mon autorisation, créant un document contrefait convaincant destiné à contourner toute recherche de titre ou contrôle judiciaire. Sous l'accord de vente se trouvait une pile de billets à ordre détaillant ses dettes privées, incluant des avis de mise en demeure de prêteurs exigeant un paiement immédiat sous menace de litige. Pour couronner le tout, glissé à l'intérieur d'un étui de passeport en cuir se trouvait une confirmation imprimée pour un billet d'avion aller simple pour Dubaï réservé au nom d'Étienne pour le samedi soir, prouvant qu'il avait l'intention de finaliser la vente frauduleuse et de fuir le pays. Immédiatement après, sachant que chaque seconde passée dans son bureau augmentait le risque d'être découverte, j'ai sorti mon smartphone et j'ai méticuleusement pris des photographies haute résolution de chaque page. J'ai capturé des images claires de la page de signature falsifiée du contrat de vente, les avis de dette personnelle et son itinéraire de vol confirmé. Après avoir soigneusement remis chaque papier à sa place exacte pour que rien ne paraisse déranger, j'ai reverrouillé le tiroir du bureau et je suis sortie discrètement. Françoise m'a rejointe près de l'escalier, me faisant un signe de tête tendue alors que je ressortais par l'entrée latérale dans la nuit brumeuse. J'ai regagné mon véhicule garé, prenant une profonde inspiration d'air froid une fois en sécurité à l'intérieur avec les preuves inestimables stockées sur mon téléphone. Au lieu de rentrer chez moi, je suis allé directement au cabinet d'Alexandre où Jean-Marc m'attendait déjà dans la salle de conférence principale. Nous avons étalé les images imprimées des documents falsifiés sur la grande table en verre, analysant chaque détail aux côtés de l'enregistrement audio et des flacons de médicaments. Alexandre a confirmé que la signature falsifiée sur un document officiel de fiducie constituait un crime de faux et usage de faux et d'escroquerie selon la loi française, nous donnant un levier juridique absolu pour démanteler son opération. Jean-Marc a souligné qu'avec le vol d'Étienne prévu pour le samedi soir, il prévoyait sans aucun doute de forcer ma mère à signer les documents finaux le vendredi après-midi. Ensemble, nous avons finalisé un plan d'extraction d'urgence convenant de secourir ma mère de la propriété tard le vendredi soir et de la reloger dans une clinique médicale privée sécurisée à Versailles, privant ainsi Étienne de son otage et paralysant sa vente frauduleuse avant qu'il ne puisse monter dans cet avion. Exactement 24 heures plus tard, sous le couvert d'une nuit sombre, nous avons secrètement sorti ma mère du domaine. Jean-Marc a conduit son véhicule directement jusqu'à l'allée arrière discrète pendant que Françoise surveillait les écrans de sécurité à l'entrée. Nous avons aidé ma mère fragile à s'installer sur la banquette arrière, l'enveloppant dans une couverture chaude, et nous sommes partis doucement de Neuilly avant que quiconque dans le voisinage ne s'en aperçoive. Nous l'avons transportée directement dans une propriété de campagne appartenant à Jean-Marc en Normandie où un spécialiste médical et un conseiller professionnel attendaient pour évaluer son état. Au cours des heures suivantes, alors que les sédatifs puissants s'éliminaient progressivement de son organisme, ma mère a commencé à retrouver sa clarté mentale naturelle. Assis près de la cheminée, nous lui avons doucement présenté les preuves, lui montrant l'accord de transfert falsifié, lui faisant écouter l'enregistrement de Françoise et lui expliquant l'histoire des médicaments.
En réalisant l'horreur de la trahison calculée d'Étienne, des larmes ont coulé sur son visage alors que le brouillard psychologique se dissipait enfin, transformant sa confusion en une résolution forte et calme. Tôt le samedi matin, le silence tranquille de la ferme a été brisé par le bruit strident de pneus sur le gravier. En regardant par la fenêtre du salon, j'ai vu Étienne sortir d'une berline noire accompagné de son avocat pénaliste privé et de 2 gendarmes en uniforme. Découvrant la disparition soudaine de ma mère, Étienne avait localisé notre position et déposé un rapport de police mensonger affirmant que j'avais enlevé une femme âgée mentalement incapable. Entrant par la porte du Porsche avec une expression de rage triomphante, Étienne a fait des gestes sauvages vers moi, exigeant que les officiers m'arrêtent immédiatement pour mise en danger d'une personne vulnérable et séquestration. Son avocat s'est avancé brandissant une requête de mise sous tutelle et insistant sur le fait que ma mère était incompétente et devait être rendue à la garde de son mari légal sans délai. Restant ferme aux côtés d'Alexandre, je suis resté complètement calme alors que les gendarmes s'approchaient, nous demandant d'expliquer la situation avant toute action. Étienne souriait avec arrogance, croyant que son autorité manipulatrice et la présence officielle de la police nous intimideraient facilement. Cependant, Alexandre s'est avancé et a calmement remis à l'officier principal un dossier juridique complet contenant nos preuves. Les gendarmes ont soigneusement examiné l'analyse de laboratoire des médicaments trafiqués, ont écouté l'enregistrement audio cristallin d'Étienne négociant la vente illégale et ont inspecté les photographies haute résolution des signatures de fiducie falsifiées aux côtés de son itinéraire de vol pour Dubaï. L'attitude confiante d'Étienne a commencé à s'effriter rapidement alors que les officiers lisaient les relevés bancaires détaillant ses dettes de jeu de 450 000 € et sa faillite imminente. Avant que l'avocat d'Étienne ne puisse prononcer un autre mot de protestation, les portes intérieures du couloir se sont ouvertes et ma mère est entrée dans le salon. Elle marchait avec une posture droite et digne, paraissant remarquablement calme et parfaitement cohérente. Se tenant directement devant les gendarmes, elle a parlé d'une voix claire et inébranlable, déclarant qu'elle résidait dans la maison de famille de son défunt mari de sa propre volonté. Elle a explicitement informé les officiers qu'Étienne l'avait systématiquement empoisonné avec des sédatifs non prescrits, l'isolant de sa famille et tentant de voler son héritage protégé par la coercition et le faux. Elle a officiellement demandé une protection juridique complète, déclarant pour le compte rendu qu'elle avait l'intention de demander un divorce immédiat et de porter plainte pour fraude et mise en danger physique. Le gendarme s'est retourné, son expression se durcissant alors qu'il faisait face à Étienne qui se tenait sans voix, le visage vidé de toute couleur. L'officier a informé Étienne qu'il était en état d'arrestation pour faux et usage de faux, escroquerie et abus de faiblesse impliquant un patrimoine protégé. Le deuxième gendarme lui a ordonné de se retourner, saisissant ses poignets et lui passant les menottes dans le dos. Alors que les officiers escortaient le prédateur déchu vers le véhicule de gendarmerie devant son avocat stupéfait, ma mère m'a serré la main avec force, exhalant un long soupir de soulagement alors que l'ombre sombre qui hantait notre famille était enfin dissipée pour toujours. 6 mois plus tard, le tribunal de grande instance a officiellement rendu son verdict final. Debout dans la grande salle d'audience en marbre aux côtés de ma mère et de notre équipe juridique, j'ai regardé le juge frapper son marteau avec une finalité absolue. Étienne Laurent a été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation criminels incluant fraude financière aggravée, faux en écriture publique et abus de faiblesse. Le tribunal l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle sans possibilité de libération conditionnelle pour les 6 premières années, garantissant que son plan manipulateur reçoive toute la sévérité de la loi. Alors que les gardes le menottaient et l'emmenaient pour purger sa peine, Étienne a jeté un dernier regard désespéré vers nous, mais ni ma mère ni moi n'avons tourné la tête. Ses dettes de jeu considérables ont été liquidées par la saisie de ses actifs personnels, neutralisant efficacement chaque menace financière qu'il avait fait peser sur notre domaine. À la suite des procédures judiciaires, ma mère a connu un rétablissement physique et émotionnel complet et miraculeux sous des soins médicaux appropriés. Libérée du nuage lourd des sédatifs et de la manipulation psychologique constante, ses yeux ont retrouvé leur éclat naturel et son intelligence vive est revenue totalement. Un après-midi tranquille alors que nous étions assis ensemble sur la véranda ensoleillée surplombant un jardin paisible, ma mère a pris mes mains dans les siennes avec des larmes coulant sur ses joues. Elle s'est excusée d'avoir été si aveugle face à la nature trompeuse d'Étienne et d'avoir douté de mon amour et de ma loyauté indéfectible pendant ces mois atroces. Je l'ai serré fort contre moi, la rassurant sur le fait que son esprit avait été piégé sous l'influence de substances illégales et qu'aucun pardon n'était nécessaire entre une mère et sa fille qui avaient traversé la tempête ensemble.
Pour fermer définitivement ce chapitre douloureux et effacer les derniers fantômes de la trahison d'Étienne, nous avons pris la décision collective de vendre la propriété de Neuilly. Avec Alexandre et Jean-Marc gérant la transaction, la propriété a été mise sur le marché et rapidement achetée par une jeune famille respectable désireuse de commencer un nouveau chapitre. Nous avons utilisé le produit de la fiducie pour acquérir un magnifique appartement baigné de lumière situé dans un quartier vibrant du 16e arrondissement de Paris. S'installer dans notre nouvelle maison était comme sortir d'une ombre froide pour entrer dans un air frais et chaud alors que nous déballions nos souvenirs de famille, disposions des fleurs fraîches dans le salon et décorions l'espace avec des couleurs vives reflétant notre nouvelle paix et notre liberté émotionnelle. Après le procès, les parents éloignés d'Étienne et ses anciens associés ont fait plusieurs tentatives désespérées pour nous contacter demandant une aide financière pour payer ses frais de justice et sollicitant une réunion pour une réconciliation. Ma mère et moi avons fermement rejeté chaque tentative de communication, bloquant leur numéro et émettant un avertissement juridique strict pour les tenir à l'écart de nos vies de façon permanente. Nous avons tracé une limite infranchissable, refusant d'accorder une once de sympathie ou de pardon à des individus qui avaient permis ou cherché à profiter de la cupidité d'un prédateur. Il n'y avait plus de place pour les compromis artificiels ou la nostalgie toxique dans nos vies, car nous avons complètement coupé tous les liens avec quiconque était associé à l'orbite trompeuse d'Étienne. Notre lien forgé à nouveau dans l'adversité est devenu plus fort et plus résilient que jamais, enraciné profondément dans le respect mutuel, la transparence totale et l'amour inconditionnel. Nous avons retrouvé notre sentiment de sécurité, passant nos week-ends à explorer les galeries d'art locales, à organiser des dîners intimes pour de véritables amis et à voyager sans crainte ni hésitation. Ma mère a repris le contrôle de sa vie avec une force et une dignité retrouvées, servant de militante active pour les droits des personnes âgées aux côtés de notre avocat de famille. En regardant la ligne d'horizon scintillante de Paris depuis notre balcon, je savais que la justice avait triomphé et que l'héritage de notre famille était enfin en sécurité entre des mains aimantes et honorables. Cette histoire est un rappel puissant de l'importance de la vigilance et de la protection juridique au sein des familles, surtout lorsqu'il s'agit de protéger nos aînés contre les abus de faiblesse et la manipulation financière. La cupidité peut parfois transformer les personnes les plus proches en véritables prédateurs, mais comme nous l'avons vu dans le parcours de Camille, la vérité et la persévérance finissent toujours par triompher grâce à une préparation minutieuse et au soutien d'alliés fidèles. La mise en place d'outils juridiques comme la fiducie ou des mandats de protection future est essentielle pour anticiper ces situations tragiques et garantir que les volontés d'un parent défunt soient respectées malgré les pressions extérieures. Au-delà de l'aspect financier, c'est une leçon sur la résilience du lien maternel et la capacité à se reconstruire après un traumatisme profond, en choisissant de couper définitivement les ponts avec un environnement toxique pour privilégier la paix intérieure et la sécurité émotionnelle. La fin de ce récit nous montre qu'un nouveau départ est toujours possible, même après avoir frôlé la perte de tout ce qui nous est cher. Et vous, que pensez-vous de la réaction de Camille face à son beau-père ? Auriez-vous eu le courage de mener cette enquête risquée seule pour sauver votre mère ? Dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà été témoin d'une situation où l'héritage familial a causé des tensions, et n'oubliez pas de partager vos conseils pour protéger ceux que vous aimez contre l'exploitation.